voyage en Sibérie, puisque en fin de compte, s'il y a bien un animal qui est lié à cette contrée très nordique, c'est bien le mammouth, puisque tout démarre avec les découvertes, donc dans cette contrée, avec les découvertes notamment des cadavres donc congelés de mammouth. Alors, vous voyez, il y a des superbes photos là que je vois à Francis Latreille notamment. On voit là, c'est un campement d'Olgan. On voit un petit peu ces paysages du nord de la Sibérie et avec ces ossements parfois, parce qu'il n'y a pas que des cadavres, hein, on trouve aussi des ossements de mammouth et notamment des défenses. Alors, tout de suite, une petite précision au niveau des cadavres congelés. On parle bien sûr du mammouth, mais on a d'autres espèces. Hein, c'est-à-dire qu'on a trouvé des rhinocéros laineux aussi, qu'on connaît très bien. On a trouvé des chevaux sauvages de l'époque. On a trouvé du bœuf musqué. Donc, il y a d'autres espèces. Hein. Il n'y a pas que le mammouth qui a été congelé. Donc, il y a plein d'autres espèces qui ont été prises dans le permafrost. Alors, donc, tout commence en Sibérie, notamment donc, avec les découvertes sensationnelles, évidemment, qui parcourent toute l'histoire du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle de ces régions. Et il y a eu vraiment, c'était des aventures très importantes, parce qu'à l'époque, évidemment, vous vous imaginez bien, pour se rendre là-bas, on partait souvent de Saint-Pétersbourg, parfois de Moscou plus rarement. Et donc, c'était quand même un long chemin plein de dangers et donc vraiment des conditions très difficiles, mais les tsars successifs, notamment bien sûr le grand Pierre, donc Pierre Ier, et après Catherine II, ont été des supporters, si j'ose dire, de la chasse en quelque sorte à ces mammouths. Et grâce à eux, ils ont permis, parce qu'ils ont, à ces époques-là aussi, on fait des cabinets de curiosité. Et donc, ils étaient très, très friands de tout ce qui était relié au mammouth. Et pour préserver un peu ces découvertes, ils ont même fait passer des édits en disant qu'il fallait absolument, dès qu'il y avait un peuple sibérien, notamment soit Dolgan, soit les Nénètes, qui disait avoir trouvé un mammouth ou en tout cas une défense, etc. Il ne fallait absolument pas y toucher, que c'était puni de prison. Enfin bon, ils ont essayé de sauvegarder le maximum les cadavres entiers. Mais bien entendu, il nous en reste quand même relativement peu, même si ça en fait plus d'une trentaine au cours de l'histoire. Alors je vous ai mis ici, quand c'est en italique, ce sont des cadavres partiels, mais c'est important, parce que là, c'est pour vous montrer, vous voyez, que dès la fin du XVIIe, on a ces rencontres. Alors aussi, le mammouth était connu parce qu'il y avait un commerce très important, d'ailleurs la période médiévale, entre la Chine du Nord et justement le pays des peuples sibériens. Le trafic, en quelque sorte, de l'or blanc, c'est-à-dire de l'ivoire de mammouth, était déjà bien engagé. Et notamment, ça passait par les Arabes qui faisaient commerce de ça, de ces défenses, de cet ivoire. Et donc, c'est pour ça qu'il était aussi connu. Donc, en Chine du Nord, le mammouth et notamment ses cadavres. On va en parler un petit peu. Alors, là, quelques-uns, je ne vais pas vous détailler tout parce qu'il faut quand même qu'on parle aussi pour la période préhistorique. Et donc là, il y a eu des grandes aventures, notamment celle-ci, s'est découverte en 1901. Alors, je vous le montre. Là, je n'ai pas de fléchette, mais... peut-être c'est ça. Voilà. Et donc, voilà, c'est une des plus belles découvertes. Avec le précédent, quand même, il y avait ici, il y avait quand même, pardon, il y avait quand même ce mammouth-là qui est très célèbre, hein, le mammouth d'Adam, parce que c'était vraiment celui qui était le mieux conservé, qui avait été trouvé, vous voyez, en 1799, et qui était très important au niveau de son état de conservation, et c'est lui qui a créé un petit peu le mythe et qui a vraiment poussé tout le monde à aller chercher des cadavres. Évidemment, il n'y a plus les poils, etc. Il n'y a plus que le squelette qui a été reconstitué. C'est mieux d'aller au micro, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai que si je ne parle pas avec le micro, vous avez raison. Alors, ensuite, voilà. Ici, donc, c'est une autre expédition où le mammouth était relativement complet également. Et on a trouvé, bon, c'est pas, mais surtout, je vous l'ai mis parce que de temps en temps, on trouve des choses assez incroyables, comme ici, donc, le clapet anal. Donc c'est une adaptation au froid, on va en reparler. Et donc c'était vraiment des découvertes fort importantes pour connaître cet animal disparu. Au XXe siècle, les découvertes de cadavres se poursuivent. Et donc là aussi, on a des fois des choses très intéressantes parce qu'on a notamment c'est un peu difficile pour moi de rester auprès du micro. Voilà, avec certains, avec des trompes.
Et dans certains, je voulais noter pour les plus importants, non seulement on trouve bien sûr tous ses poils, sa peau, ses trompes, ses défenses, etc., mais aussi on trouve ses viscères. Et dans ces viscères, on a la chance, dans beaucoup d'entre eux, de trouver ce qu'on appelle le bol alimentaire. C'est pour ça qu'on connaît très très bien les mammouths. On sait exactement leur environnement et on sait aussi ce qu'ils ont mangé, leur dernier repas. Donc on connaît parfaitement parce qu'on récupère tout ça et on analyse bien sûr les pollens, notamment contenus dans son bol alimentaire. Et aussi, et c'est ça qui a créé aussi le mythe quelque part, c'est qu'on a dans plusieurs d'entre eux du sang qui restait. C'est pour ça qu'on a parlé de mammouths qui saignaient. Donc c'est quelque chose de très impressionnant. On a également donc découvert des mammouthos, découvert des petits mammouths. Donc là, je vous ai mis celui de Dima, qui est très célèbre et qui est une petite histoire tout à fait tragique. Donc c'est un petit bébé mammouth, quelques mois, qui est tombé dans une crevasse, parce que souvent ces mammouths sont morts, soit tombés dans des fondrières, tombés dans des crevasses. Et puis, il ne pouvait plus se relever ou bien remonter. Alors lui, le pauvre petit Dima, il est tombé, et c'était assez profond, il n'a pas pu remonter. Et on voit qu'il a fait beaucoup d'efforts parce qu'il a toutes l'extrémité de ses ongles sur ses pattes qui sont complètement abîmées parce qu'il a gratté pour remonter. Donc c'était assez pathétique sans doute à ce moment-là. Et en plus, à un moment donné, il avait faim et tout. Alors là, ce qu'on a trouvé dans son estomac, c'est que de la terre. Donc, il n'est pas, pauvre petit mammouth, il n'est pas mort tout de suite et ça a été assez long son agonie et c'est une petite histoire très triste. Vous voyez comme quoi on peut faire revivre vraiment parce qu'on a tous les éléments pour reconstituer l'histoire, non seulement leur vie et leur mort. Alors, Jarkov, je vous l'ai mis parce que vous le connaissez sûrement, ça a fait beaucoup de... Il a été très célèbre puisque c'est les commencements des travaux, des recherches, des expéditions de Bernard Buick. Je vais vous montrer quelques photos qu'il a eu la gentillesse de me confier, puisque je connais bien Bernard Buick, et donc il a commencé à faire ses déplacements en Sibérie. Alors, bien sûr, celui, je l'ai mis à part, puisqu'il est au muséum. Ça, c'était à l'exposition au temps des mammouths que nous avions fait au muséum, avec la reconstitution donc, de ce grand mammouth Yakov qui avait été donné au muséum. Et à côté, nous avons la patte, vous voyez, avec les poils conservés. Alors, voilà, je vous disais, vous voyez, alors Jarkov, c'est ce fameux bloc là qui a été transporté et qu'on voit ici juste les défenses. Je pense que vous avez dû en entendre parler et le voir. Alors, malheureusement, d'ailleurs, dans ce bloc, après étude, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques vertèbres. Bon, c'est un peu décevant. Et maintenant encore, donc au XXIe siècle, on a pas mal d'expéditions, de missions qui sont organisées. Alors, toujours, il y avait Bernard Buick, mais il y a aussi les Russes, nos collègues russes qui ont beaucoup repris les missions, notamment Tikhonov, qui travaille beaucoup en ce moment. C'est un chercheur de l'université de Saint-Pétersbourg, du musée aussi. Et donc, on trouve pas mal de mammouths et surtout des bébés. Alors, je ne sais pas, il y a une hécatombe de bébés. Et donc, là aussi, on a des choses très intéressantes. On a des conservations qui sont extrêmement bonnes, notamment avec le mammouth de la petite Yakov, où on a là aussi du sang, des tissus musculaires. Et c'est à partir, entre autres, de ce spécimen qu'on a pu faire l'ADN. On en reparlera tout à l'heure. Mais il ne faut pas oublier, bien sûr, il y a ces cadavres qui sont fort intéressants et fort importants au niveau scientifique, parce que pour nous, paléontologues qui travaillons sur des ossements, pour une fois, on a de l'organe, et donc des renseignements qu'on ne peut pas avoir, notamment les poils, comment ils étaient, la couleur et tout. Là, on sait à peu près tout pour les mammouths. Mais on a aussi des belles découvertes de grands squelettes. Et là aussi, ça a été important. Et comme les mammouths congelés, comme les cadavres, ça a aussi été porteur de légendes et de mythes diverses. Alors, donc ici, vous avez les plus importants. Et le dernier, qui est très récent, donc ici, c'est le mammouth de Lierre. Voilà, ici, qui est en cours de fouille par l'INRAP. Alors, l'INRAP, c'est un organisme qui fait des fouilles de sauvetage. Et c'est intéressant parce que justement, souvent, il y a les grands travaux et creusent profond pour faire des routes ou des canaux, etc.
Et donc, on a souvent des sites archéologiques ou paléontologiques d'ailleurs. Et là, on a trouvé un site très intéressant qui est à Chanzy-sur-Marne, vous voyez, tout près. Et on l'a appelé Helmut. Bon, pourquoi Helmut, ça, je ne sais pas, mes collègues, pourquoi ils l'ont appelé Helmut. Et donc, c'est important parce que c'est un mammouth qui a à peu près 40 000 ans. Et le débat, c'est peut-être même 50. Le débat, c'est qu'on a trouvé pas loin 2 ou 3 petits silex. Alors, c'est pas grand-chose, hein. 2 ou 3 silex, et c'est plutôt de facture moustérienne. Donc, il y a un débat. Est-ce que les Néandertaliens auraient dépecé Helmut? Bon, on est en train de travailler, parce que c'est très récent, travailler sur ce site. Mais en tout cas, vous voyez, là aussi, des belles pièces que vous pourrez retrouver dans tous les musées. Là, si vous allez au musée des Confluences à Lyon, vous pourrez voir le mammouth de Choulan qui a été restauré et reconstitué. Alors, tous ces mammouths, tous ces squelettes, tous ces ossements, ce qui a été vraiment intéressant pour moi quand je me suis attelée à cet ouvrage, c'est que j'ai rencontré des tas de mythes qui sont liés au mammouth. Et je pense que c'est ça qui a fait l'intérêt que suscite encore le mammouth. C'est-à-dire qu'il a traversé, notamment il y avait un intérêt scientifique, mais aussi il y a eu tout un imaginaire qui s'est créé autour du mammouth. Et donc je pense que tout ça a fait qu'il est devenu populaire aussi. Il n'est pas seulement resté dans le domaine scientifique. Et alors on a eu tout un tas de mythes que je développe dans mon ouvrage. J'ai juste là le temps de vous les signaler, et qui sont vraiment passionnants, où on voit qu'il a été au départ considéré par les peuples sibériens et par les peuples d'ailleurs du nord de la Chine, comme quand on voit bien qu'il y avait des liens. Il a été considéré comme une grosse taupe. Et cette grosse taupe, alors je me dis, une grosse taupe, oui, c'était comme ça, c'est écrit. Une grosse taupe, alors qui creusait des galeries, parce que c'est pour ça quand même ils vivaient sous terre pour eux, et qui sortait, lorsque cette taupe sortait à l'air, à la lumière, paf, elle mourait. Donc c'est pour ça qu'on trouvait leurs cadavres. Et alors en plus, elle était associée au séisme, parce qu'on disait, en fin de compte, les séismes arrivent parce que ces grosses taupes se déplacent dans les galeries. Et donc font, voilà, comme quoi on crée des légendes. Et aussi on a eu d'autres témoignages, parce que vous savez, la Sibérie, il y a tout là aussi, j'ai beaucoup aimé me replonger dans les livres des explorateurs, notamment tous ceux qui cherchaient donc le passage du nord-est, hein, pour pouvoir passer par le nord, hein. Bien sûr, vous connaissez tous Bering, parce que c'est lui qui a réussi, hein, le détroit de Bering. Et donc, quand tous ces explorateurs, c'est eux aussi qu'on fait connaître dès le XVIIe, XVIIIe surtout et XIXe siècle, mais on fait connaître là aussi ces cadavres à l'Occident. Et parce que quand ils se déplaçaient sur les mers, ils rencontraient certaines îles, et ces îles étaient couvertes de défenses et de gros os énormes, donc de mammouths. Donc c'était là aussi, pour eux, ils ne savaient pas l'expliquer. À l'époque, au XVIIe, XVIIIe, on ne sait pas qu'il existait des mammouths. Donc c'était quelque chose qui était très, très impressionnant. Et il y a eu tout un tas de mythes. Et même la Grèce antique, avec ses cyclopes. Alors là, c'est pas tout à fait le mammouth, puisque ça va être les éléphants antiques, hein, un cousin, qui avait laissé sur ces îles méditerranéennes, qui a laissé beaucoup de restes, beaucoup de squelettes, hein, comme le mammouth. Et en fin de compte, les crânes de ces éléphants antiques, il y a une fragilité entre les deux orbites. La petite paroi osseuse qui sépare les deux orbites est très fragile, elle se casse. Donc ça faisait des gros crânes, très proches d'un crâne humain, enfin pour eux, et puis avec ce seul œil. Et donc c'est comme ça qu'est probablement né le mythe des cyclopes. Parce que comme vous le savez, tous les mythes à la base ont une réalité. Hein, bien sûr, c'est énormément transformé, etc. Mais il y a toujours une petite origine. Et probablement que c'est le mythe des cyclopes vient de ces crânes. Alors, on rencontre aussi le mammouth, considéré comme un peu le Béhémoth, c'est-à-dire, vous savez, c'est avec le Léviathan, hein, les deux monstres. On retrouve aussi, bien sûr, dans tout ce mythe des géants, puisqu'il y a toute une tradition qui veut qu'avant notre race humaine, comme on dit à l'époque, il y avait une race de géants, d'humains géants. Et donc là aussi, forcément, quand ils voyaient ces ossements gigantesques, ces fémurs et tout, ils ont là aussi considéré que c'était des vestiges, des restes de ces hommes, donc
complètement énormes et tout, surtout que les héros, là aussi, ne peuvent qu'être que très grands. Donc, il y a eu là aussi vraiment quelque chose qui a été vraiment qui s'est appuyé en partie, en tout cas, la légende des géants, sur la découverte des ossements de mammouth. On a même dans les églises des reliques qui étaient vénérées, comme par exemple la danse Saint-Christophe à Valence, qui était vénérée comme étant là aussi la fameuse danse de Saint-Christophe, parce que les saints aussi sont très très grands. Et en fin de compte, c'était évidemment du mammouth. On a bien entendu la licorne, parce qu'on trouvait beaucoup de défenses, des défenses fossiles. Et on pense bien sûr à la défense du narval, hein, c'est surtout ça qui a été utilisé. Mais aussi, il y a eu récupération et aussi mise en poudre, si j'ose dire, de ces défenses de mammouth, considérées comme donc des défenses de licorne, et utilisées comme poudre magique, hein, on peut dire. Alors, pourquoi je vous ai mis cette espèce de truc qui ressemble à rien, là, une espèce de gros sanglier avec les défenses? Ça, c'est la première représentation donc, du mammouth d'Adams. Mais d'une façon, d'une vision d'un voyageur à qui, voilà, c'est un peu l'homme qui a vu l'ours, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, il avait récolté, on peut dire, des récits et tout, des uns et des autres, et puis à la fin, voilà à quoi ressemblaient les mammouths. Vous voyez que mais ça, c'est un peu vraiment, c'est l'histoire de l'ours qui a vu l'homme, Et donc, on a quand même une idée de l'emprise, si j'ose dire, des animaux mythiques, hein, des choses fabuleuses. On est dans le magique, on est dans le fabuleux, voilà, dans toutes ces périodes-là. Et là, le mammouth est vraiment au milieu de tous ces mythes que malheureusement je ne peux pas vous raconter en détail. Alors, évidemment, avant, puisque nous sommes avant Darwin, hein, on est tous dans une vision de créationniste, c'est le paradigme, hein, c'est-à-dire que tous les êtres ont été donc créés par Dieu. Il y a eu le déluge, donc nous sommes les descendants des fils de Noé, et il n'y a pas de fossiles. Il n'y a pas, voilà, il y a eu le premier qui a discuté ça, bien sûr, c'est Cuvier, qui a dit il y a des catastrophes, donc il y a plusieurs déluges, donc on peut comme ça voir des fossiles d'animaux disparus. On est dans ce contexte quand on trouve tous ces mammouths, et évidemment, ça va prendre du temps avant qu'on reconnaisse. Alors, on les voyait, toutes les légendes dont je vous ai parlé, hein, c'était vraiment pris au sérieux. Vous savez que les licornes, on avait même des licornes avec des noms scientifiques, etc. Donc, c'était des animaux pris très au sérieux. Et en fin de compte, il va falloir attendre, évidemment, l'évolution des sciences. Et notamment, on va avoir, bien sûr, Georges Cuvier, qui va faire une grosse étude, notamment à partir des mastodontes, d'ailleurs, que Buffon avait reçu et que lui, après, a étudié. Et va dire, en fin de compte, non, ce ne sont pas des animaux fabuleux, etc. Ce sont des éléphants, mais il va aller plus loin. C'est-à-dire que lui, il va dire ce sont des éléphants, mais fossiles. Parce que lui, comme vous le savez, c'est un paléontologue, c'est le père de l'anatomie comparée. Et donc, voilà, il va dire non seulement c'est un éléphant, mais c'est un fossile. Et il va surtout aussi combattre l'idée que c'est les éléphants, vous savez, parce qu'on trouvait pas mal de restes de mammouths dans les Alpes, enfin, au pied des Alpes, etc., à Lyon et tout ça. Donc, lui, il a battu vraiment en brèche l'idée que les gens se faisaient qu'en fin de compte, c'était les éléphants d'Hannibal. Voilà, non, ce ne sont pas les éléphants d'Hannibal, ce sont des éléphants, enfin des proboscidiens, mais proches, mais fossiles. Voilà, et ce n'est pas les éléphants d'Hannibal. Alors, autrement, le nom de Mammuthus primigenius, donc, excusez-moi, c'est là aussi assez récent, c'est à propos justement à la suite, de la découverte de mammouth de Taimyr en 1948, il a été réexaminé et tellement bien conservé que justement c'est devenu le type de référence pour l'espèce, donc en 1990. Alors, avec Cuvier, il ne faut pas oublier Blumenbach, qui est quand même un grand scientifique allemand, et là aussi il a fait beaucoup pour la paléontologie et pour les mammouths. Alors, là aussi, je n'ai pas détaillé, mais en fin de compte, les proboscidiens, c'est une très longue histoire, hein, il y a toute une évolution. Simplement pour vous dire, c'est toujours amusant de voir... alors, les premiers apparaissent en Afrique du Nord.
les premiers proboscidiens. Et après, ils vont migrer en Europe, et ensuite de l'Europe, migrer en Amérique, et puis du côté asiatique. Et alors, ces petits proboscidiens, ils sont très, très drôles, parce qu'en fin de compte, ils sont proches des tapirs, c'est-à-dire qu'ils ont des petites dents comme les tapirs. Voilà, il y a une proximité au niveau de l'apparence. Alors, j'avance, je suis désolée, mais pas. Et donc, bien entendu, là aussi, au sein près de la lignée des mammouths, des mammutus, donc il y a une grande famille qui commence. Alors, je vous en ai mis un que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est aussi au muséum. Donc, c'est le méridional, hein, c'est l'éléphant de Durfort que vous avez peut-être été voir, qui est absolument splendide. Donc, il va y avoir le méridional, il va y avoir le mammouth des steppes. Et après, il va y avoir donc le mammouth laineux. Alors, avant, notamment avant l'ADN, vous savez, on faisait des schémas très simples. Hein, voilà, le méridional, il s'est transformé en mammouth des steppes, qui s'est transformé en mammouth laineux. Ben, c'est pas si simple que ça, c'est un petit peu plus compliqué. Les Chinois ont quelques mammouths donc, au nord de la Chine, et pour eux, il y a plutôt des remplacements, c'est-à-dire qu'ils voient très bien que le mammouth des steppes a été remplacé par le mammouth laineux, et non pas le mammouth laineux descendrait du mammouth des steppes, parce que ce mammouth laineux serait né en Chine, serait apparu en Chine et aurait migré en Sibérie, puis après en Europe, et aurait remplacé le mammouth des steppes. Enfin, donc, c'est un peu là aussi très compliqué, parce que de toute façon, actuellement, il n'y a pas forcément un accord sur ses origines. Quand même un petit peu les cousins et les contemporains. Alors, nous, on connaît bien les éléphants antiques, parce qu'on a pas mal de sites en préhistoire, donc notamment avec les Néandertaliens et les hommes modernes dont on va parler. Ils sont donc présents en Europe en même temps qu'il y a déjà des mammouths. Et du côté américain, parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va passer en Amérique. Les mammouths vont passer en Amérique. Donc le méridional va passer en Amérique et donner le mammouth de Colomb. Et puis en Amérique vivaient d'autres proboscidiens de grande taille, les mastodontes. Et tout ça sont bien sûr des proboscidiens. Et se sont côtoyés, donc le mammouth de Colomb et le mammouth laineux, sauf que le laineux était plus au nord et le mammouth de Colomb plus au sud. Là, je vous ai mis, ça c'est une découverte là de 2015. Superbe crâne avec les superbes défenses. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, donc parler de notre fameux mammouth, parce que quand on dit mammouth, eh ben voilà, c'est du mammouth laineux dont on parle. Hein. Donc, c'est un magnifique dessin de Burian. Alors, cette reconstitution est quand même plus vraie, parce que, bon, c'est très joli dans la neige, tout ça. C'est vrai que quand on voit un mammouth, on a tous froid, parce qu'on se dit, oh là là, il est dans une toundra gelée. Oh là là, qu'il fait froid, qu'il fait froid. Et en fin de compte, non, le mammouth, il vit dans une steppe. Une steppe particulière qui s'appelle la steppe à mammouth, c'est-à-dire que c'est une steppe à graminées sauvages et d'autres herbacées. Et le long des rivières, il y a toujours un petit peu c'est toujours un peu boisé. C'est-à-dire que c'est un biotope qui n'existe plus actuellement, qui a disparu avec le réchauffement de l'Holocène, au début de l'Holocène. Et donc, c'est un animal qui consomme 180 kilos de végétaux par jour. Donc vous imaginez bien que vous ne pouvez pas le mettre dans la toundra gelée. Ce n'est pas parce qu'on trouve actuellement les mammouths dans le permafrost sibérien qui vivaient dans la toundra gelée avec du permafrost en permanence. Non, hein, c'est un animal des steppes. Des grandes steppes, des steppes froides, parce que c'est vrai que, voilà, et c'est de l'herbe courte, mais il y avait vraiment des grandes steppes herbeuses, et donc une biomasse importante au niveau végétal. Alors, il apparaît donc, moi je suis à peu près ce schéma-là, que j'aime bien, qui a été mis en place par quelqu'un qui était professeur ici au muséum, qui s'appelle Pascal Talcy. Je suis assez d'accord avec ce qu'il propose. Donc il propose, lui, que son apparition n'est pas en Chine, désolé pour nos collègues chinois, donc plutôt en Sibérie, vers 600 000 ans, et qu'en fin de compte, petit à petit, il serait arrivé, il aurait migré dans toute l'Europe, vous voyez, il serait bien plus, et il aurait migré au fur et à mesure des oscillations
climatique vers l'Europe centrale et vers l'Europe occidentale, donc vers 190 000 ans. Et comme je le disais tout à l'heure, on le rencontre donc en Amérique vers 100 000 ans. Petite parenthèse qui est intéressante, c'est avec l'ADN, parce qu'on connaît bien le génome des mammouths. Et on a constaté, grâce notamment aux dernières découvertes de cadavres, quand on a fait leur génome, que c'était des mammouths qui étaient revenus en Sibérie. C'est-à-dire que c'était des mammouths, leurs ancêtres étaient partis en Amérique, et certains d'eux sont revenus. Parce que c'est vrai qu'on dit ils passent tous par Bering, comme si tout le monde voulait s'en aller. Hein, donc voilà, go west, go west. Ben non, en fin de compte, il y en a qui ont fait go west. C'est-à-dire qu'il y a des mammouths laineux qui sont revenus en Sibérie. Donc là, c'était intéressant de montrer ça. Donc il y avait vraiment des échanges, vous voyez, au niveau génétique entre ces populations. Voilà, ces animaux. Alors, le mammouth laineux est impressionnant, mais c'est surtout parce qu'il est avec cet énorme toison et aussi avec ses bosses nucales et au niveau de son crâne, en pain de sucre, qu'il donne ce côté imposant. Mais en réalité, il n'est pas tellement plus grand, au niveau en tout cas du squelette, que de l'éléphant africain. Hein. Bien que d'après son génome, il se rapprocherait peut-être un peu plus, mais là aussi il y a débat, de l'éléphant d'Asie. Mais en tout cas, au niveau de la stature, il est comme l'éléphant d'Afrique. Et donc, il a vraiment, vous voyez, il peut, les plus grands, parce qu'on met toujours les choses maximales. Donc, il pouvait faire jusqu'à 5 tonnes. Hein. On a des cadavres dont le poids a été estimé à 5 tonnes. Bien sûr, là aussi, ses caractéristiques, enfin, il est caractéristique, ce mammouth laineux, par surtout ces deux grandes défenses qui sont non seulement voilà, assez longues, mais un petit peu, voyez, en spirale. Donc là aussi, ça lui donne cette allure majestueuse, très impressionnante. En moyenne 2,5 de long, mais il y a des mâles, puisqu'on a beaucoup de défenses. Hein, on peut faire il y a des mâles jusqu'à 4 mètres donc, et 45 kilos. Vous voyez comment il est costaud hein, pour porter, déjà rien que porter ses défenses. Voilà, et bien sûr, vous connaissez tous la mâchoire des proboscidiens, des éléphants. Donc, on a 4 dents. Hein. Ah. Et ça fonctionne en système de râpe. Et donc, ça tombe et c'est remplacé par une autre. Et il y en a 4 comme ça qui se sont remplacés au cours de la vie. C'est pour ça que quand la dernière vient en place et qu'elle est complètement usée, eh ben, le mammouth et l'éléphant ne peuvent plus manger. C'est pour ça que de toute façon, vers 60 ans, les dernières molaires sont en place et sont totalement usées. Et donc là, ils ne peuvent plus s'alimenter. Sa particularité à ce mammouth laineux par rapport au méridional et par rapport au mammouth des steppes, c'est que lui, il a cet énorme toison. Donc, il y a 3 couches de poils. Alors, et là, on commence par les jarres. Il y a les grands poils longs, épais et tout sur les jarres hein, qui pendent comme ça. En dessous, vous avez une couche un peu plus épaisse de laine et après un petit duvet. Après, vous avez la peau qui est extrêmement épaisse. Hein, c'est un proboscidien, donc un pachyderme. Et ensuite, après, vous avez une couche énorme de graisse, jusqu'à des fois 10 cm. Et là, c'est important. Pourquoi je vous détaille ça? Parce que tout à l'heure, quand on va parler de la chasse au mammouth, il faut que le projectile il transperce tout ça. Hein. Ensuite, son adaptation au froid, on le voit parce qu'il a des petites oreilles, une petite queue et la fameuse clapet anale. Alors, ce clapet anal, c'est un petit morceau de peau, hein, vous l'avez vu chez le mammouth Berowska, et qui se rabat sur l'anus, donc pour protéger l'anus, pour pas que l'anus gèle. Et il est probable, parce qu'on a vu ça sur la petite Yucca, peut-être qu'il y aurait même peut-être eu une protection, un petit clapet, pour donc protéger le vagin, des femelles. Donc, on est en train d'analyser tout ça. Toujours est-il que, voilà, et là, vous avez des poils de mammouth en grand. Ça a été beaucoup étudié, beaucoup analysé. Alors, on va en venir parce que c'est un peu le sujet, hein, les hommes. Alors, je vous ai quand même parlé des hommes, puisque tous ces peuples sibériens qui ont
ont vécu, et même les explorateurs et les navigateurs, les commerçants, enfin tout le monde a fréquenté plus ou moins le mammouth et a été proche de ces animaux, en tout cas de ces productions, notamment donc de l'ivoire. Et dans les récits, donc ce mammouth était donc proche des hommes, était présent dans leur cosmogonie en tout cas. Mais bien entendu, on va parler par rapport à nos ancêtres, aux hommes préhistoriques. Alors le mammouth laineux a été contemporain de ces deux humains que sont les hommes de Néandertal et les hommes modernes. Alors, comme on met toujours des hommes, j'ai dit, voilà, je vais changer et je vais dire, donc, je vais mettre des femmes, les reconstitutions. Alors, vous avez tous reconnu, hein, c'est les reconstitutions d'Elisabeth Dyness. Donc, voilà, mais j'ai trouvé que c'était bien de mettre pas toujours des grands chasseurs, on va mettre, d'ailleurs, c'est peut-être des chasseurs. Donc, des femmes. En plus, c'est assez bien fait. Alors, voilà, à peu près, là, on va discuter hein, de ce que je vais vous montrer maintenant par rapport à ça. Donc, c'est à peu près cette période. Alors, les Néandertaliens ont connu les mammouths. Les ont consommés, ont utilisé certains éléments de leur squelette, mais l'ont très, très peu chassé. On a plus de témoignages de chasse donc au mammouth avec les hommes modernes, avec les Homo sapiens. Donc et aussi du traitement des matériaux, notamment du traitement d'ivoire, évidemment. C'est par Cro-Magnon, c'est par les Homo sapiens, par les hommes modernes. Et c'est surtout donc cette partie supérieure de la chronologie. Petit rappel, vous savez tous, vous avez l'habitude, hein, vous connaissez parfaitement la préhistoire, donc chasseurs-cueilleurs nomades. Ça, c'est quand même important parce que le mammouth était un animal grégaire, donc qui vit en troupeau, et c'est important pour justement parler de la chasse, et aussi migrateur. Hein, il effectuait 2 migrations. Donc là aussi, en fonction, bien sûr, la période estivale, il allait un peu plus vers le nord. Puis pour la période hivernale, il descendait vers le sud, hein, comme les hommes. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Parce qu'à ce moment-là, des migrations, comme ce sont des casaniers, ils passent souvent au même endroit. Donc on peut se poster hein, pour les capturer. Il ne faut pas oublier que, évidemment, le mammouth, mais il y a toute une faune autour. Alors, je ne vous ai pas mis toutes les faunes qu'il y avait, parce qu'il y a beaucoup de mammifères, il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup... Mais là, je vous ai mis, si j'ose dire, des copains. Et donc, vous avez son compagnon favori, c'est quand même le rhinocéros laineux. Hein, lorsqu'on étudie les sites archéologiques, on étudie la faune de ces sites, on a essentiellement, quand on a du mammouth, un petit peu, on a un petit peu de rhinocéros laineux. Hein. C'est vraiment le même biotope. Alors là, comme c'est une reconstitution, hein, parce que on n'a pas de vraies photos, et là, une fois de plus, voyez, on a fait une belle peinture, mais on le met dans la neige parce qu'il faut faire, voilà, ça fait rhinocéros laineux, tout de suite, vous voyez, là aussi, on aime bien le mettre dans la toundra. Et non, sinon, il y a les bisons, beaucoup de bisons et beaucoup de rennes, il y a aussi des chevaux. Et je vous dis ça parce que c'est important. Le mammouth, on va le voir, c'est un animal très difficile à chasser. Et il y avait d'autres espèces qui étaient présentes, comme notamment donc les rennes et les chevaux et les bisons, beaucoup plus faciles à capturer. Donc il y avait vraiment une volonté de chasser le mammouth. Parce qu'en même temps, ils étaient présents, c'est-à-dire qu'il y avait autant de rennes que de mammouths, etc. Il n'y avait pas un manque des autres espèces quand ils ont chassé le mammouth. Donc ça veut dire quand même quelque chose, c'est important, ça fait sens. Alors, bien sûr, on a beaucoup discuté, parce qu'un mammouth, avec cette sorte de cuirasse dont je vous ai parlé, c'est quand même très difficile à chasser. Si vous lancez une sagaie ou une lance sur l'arrière-train d'un mammouth, ça lui fait piqûre de moustique. Hein. Ça ne lui fait rien, parce que ça ne pénètre pas, ça ne le touche pas. Pour atteindre le mammouth, il faut toucher les organes qui sont vitaux, le cœur et puis bien sûr dans l'abdomen. Et pour ça, il y a des endroits très précis. Ces endroits très précis, quand vous avez toutes ces fourrures, ces toisons, c'est quand même pas évident à atteindre si vous ne les mettez pas en situation. Hein. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à chasser, le mammouth.
extrêmement. Alors, comme on pensait que c'était très complexe et que c'était quasiment impossible, au 19e, enfin au début des romans préhistoriques, on faisait des grands chasseurs de mammouths, hein, tous les hommes préhistoriques étaient des grands chasseurs de mammouths. Puis après, on a dit, ça c'est pas possible, du coup on a dit, ils chassent pas le mammouth. Donc on disait, comme on trouvait du mammouth, et comme après, quand on faisait l'analyse pour connaître l'alimentation des hommes préhistoriques, on disait, tiens, ils ont mangé du mammouth. Donc on a émis l'hypothèse de charognage. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils profitaient, et ça c'est logique, ils profitaient donc de couper des morceaux de viande donc sur des carcasses de mammouths qui venaient récemment de mourir. Hein. Ce n'est pas des vieilles carcasses toutes desséchées et pourries. Et donc, ils ramassaient, probablement, on a dit, ils ramassaient ces morceaux de viande. Alors ça, c'est probable, parce que de toute façon, les hommes sont opportunistes, hein, quelles que soient les époques, et autant profiter voilà, d'un bon steak de mammouth. Et c'est probable, et je pense qu'avec les Néandertaliens, ça a été souvent le cas. Quand on constate qu'ils ont mangé du mammouth, c'était probablement en récupérant des morceaux de carcasse. En tout cas, pour peut-être pas les derniers Néandertaliens qui ont peut-être chassé un peu plus le mammouth, mais cette pratique était quand même la plus fréquente. Et on trouve, il y a une différence très nette entre les sites d'Europe occidentale et d'Europe centrale et orientale au niveau de la quantité d'ossements de mammouth qu'on trouve dans les sites, que ça soit Néandertal ou ça soit surtout l'homme moderne. Et on s'est posé la question, est-ce que c'est parce qu'il y avait moins de mammouths du côté occidental, parce qu'il faisait quand même un peu plus chaud, même pendant les glaciations. Donc on se dit, est-ce que c'est une barrière climatique ou est-ce que c'est l'homme qui a moins joué? Mais en fin de compte, maintenant, avec les nouvelles techniques qu'on a d'investigation, notamment la biogéochimie, qui nous permet de savoir ce que l'homme a mangé. On fait des prélèvements dans le collagène, on analyse le carbone, l'azote, etc., l'oxygène, et on peut savoir ce qu'ils ont mangé. Et on s'est rendu compte qu'ils mangeaient pas mal, même les Néandertaliens, ils ont mangé pas mal de viande de mammouth. Donc, là aussi, ça veut dire qu'en fin de compte, pourquoi on ne trouve pas, nous, dans les sites, beaucoup d'os? Pourquoi ramener des gros morceaux, des gros morceaux de carcasse dans le site? Il suffit de découper des morceaux de viande, des gros morceaux de viande, sur le site d'abattage ou sur le site de charognage, et d'emmener ces morceaux de viande donc, dans le campement, dans l'habitat. Donc c'est quand même quelque chose qui nous a éclairés, et c'est vrai que ça paraît logique. Alors, après, on a dit, donc, ils ne pouvaient pas. Alors après, on a dit, bon, alors peut-être, ils ont peut-être chassé les mammouths par piégeage. Alors, on a inventé tout un tas de piégeages. Là, il y a une photo, malheureusement, je ne l'avais pas en couleur, de Burian, bon, qui fait très aborigène. Voilà, près des fondrières et près des mares et tout. Et c'est vrai que très souvent, lorsqu'on analyse des sites d'abattage de mammouths, on s'aperçoit que ce sont dans des endroits très précis qui sont notamment les bords de rivières, les bords de cours d'eau. Donc on a dit, ben voilà, et on procédait par piège, mais avant cette idée constatée au bord des marécages, eh ben, on disait, ah oui, ils font comme les Hottentots qui chassaient les éléphants en creusant des fosses. Mais alors ces fosses, vous imaginez bien creuser des fosses avec des bâtons à fouir, parce que c'est ce qu'il y a à l'époque, hein, des bâtons à fouir, dans du permafrost, là, j'attends de voir, vous voyez. Donc, c'était pas raisonnable, il y avait pas, ils creusaient pas ces fosses, c'est pas parce que les Hottentotes ont fait ça avec les éléphants que nos ancêtres l'ont fait. Donc, on a essayé d'imaginer d'autres formes de pièges et de pièges naturels. Et on a constaté, c'est vrai, qu'au niveau des découvertes, on avait souvent des sites qui étaient au bord des rivières. Alors, pourquoi au bord des rivières? C'est assez facile à imaginer. Parce qu'au bord des rivières, pendant l'hiver, donc pendant la période hivernale, tout est gelé. Les bords des rivières sont gelés. Et il va y avoir l'arrivée de la belle saison, donc ça va commencer à fondre. Et vous savez, il y a cette période comme ça où on est entre deux. Et donc, on connaît bien, si on va faire patiner sur un lac qui commence à se réchauffer, hein, ben là, c'est pareil. Et là, à ce moment-là, si on rabat, hein, donc avec des rabatteurs, on les rabat vers des lieux comme ça, où le sol est fragilisé parce qu'il y a le dégel qui a commencé, ils peuvent très bien tomber dans ces fondrières. Ils peuvent donc, et une fois qu'ils sont tombés, et notamment tombés sur le côté, ils ne peuvent pas se redresser. Hein.
La même chose, si on les pousse dans des marécages, dans des zones boueuses, là c'est pareil. Si on les pousse et tout et qu'ils tombent, ils peuvent pas se... Et là, pour les chasseurs, c'est aisé après de les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils vont mettre, comme ils vont tomber sur le flanc, ils vont dégager tout leur abdomen. Donc là, avec les épieux, avec des lances, avec des saguets, on peut à ce moment-là perforer, puisqu'il n'y a pas tout l'abdomen, il y a très peu de poils, et donc on peut toucher des organes vitaux. Donc, c'est probablement les techniques qui ont été relativement souvent utilisées. Ensuite, il ne faut pas... Là aussi, c'est une découverte. Alors, j'ai mis, vous voyez, c'était amusant, c'était dans le Buffon et la Cépède. Je vous ai mis une petite représentation de chasse à l'éléphant. Voilà. Et donc, on a bien entendu l'utilisation, notamment par... Cro-Magnon, par les hommes modernes, les sapiens. On a donc l'utilisation d'arbres de jet, et donc parfois probablement lancé au propulseur. Mais là, je pense que ça peut être vrai. Mais à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes beaucoup de chasseurs, parce qu'il faut lancer beaucoup de projectiles. Il faut que ça soit un jet de projectiles. Parce que pour que les projectiles, je vous ai dit tout à l'heure, même vous savez qu'il faut viser là, etc. Bon, mais enfin, viser là, quand il y a du mouvement, les bêtes commencent à s'énerver dans tous les sens. Ce n'est pas évident. Donc, il faut plutôt vraiment avoir un jet de projectiles, dont être de beaucoup de chasseurs, donc avec notamment armés de propulseurs et de saguets. Mais il y a une autre technique qu'on peut aussi... imaginer, là c'est donc un dessin de Benoît Clary, on peut imaginer, c'est une technique à l'approche, donc où on se camoufle, on se met de la crotte de mammouth, tout ça, voilà, pour pas sentir l'homme, et puis à contre-vent on arrive et on peut comme ça essayer de blesser un individu qui est un petit peu à côté. Enfin, donc il y a cette technique d'approche qui pouvait être aussi utilisée, mais on constate que cette possibilité, c'est surtout vraiment au Paléolithique supérieur, c'est surtout avec l'homme moderne, en Europe orientale, notamment en Ukraine, en Crimée. Et on voit que c'est le rassemblement, donc c'est surtout avec les Gravétiens, les épigravétiens, c'est pour ceux qui connaissent. Et donc là, on voit bien que c'est plusieurs clans probablement qui se sont rassemblés. Donc la chasse au mammouth de ce type-là, c'est quand même demeure une chasse assez exceptionnelle avec la réunion des clans. Et ça devait être peut-être aussi, on peut toujours imaginer, rêver, ça devait être peut-être aussi l'occasion à ce moment-là d'échanges, d'échanges de savoir-faire, d'échanges de bijoux et tout, d'échanges de gènes, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, je pense que là, ça devait être des moments sympathiques. Et après, les clans repartaient et chacun repartait avec quelqu'un de nouveau, peut-être, dans le clan. Et donc, je pense que c'est important. Je crois que le mammouth, et on peut le dire parce qu'on va voir justement pourquoi il a un statut quand même à part des autres mammifères chassés. Alors, tout est bon dans le mammouth. On dit ça pour le renne aussi. On dit ça pour le cochon, pour les bretons. Mais donc, voilà, tout est bon parce qu'on essaie de récupérer un maximum, comme sur tous les autres mammifères. Et on a, là, vous vous rendez compte, 2 tonnes de viande. Donc, vous êtes tranquille pour un petit moment. Vous pouvez inviter les copains parce que là, quand même, vous en tuez un. C'est pour ça, c'est des chasses. Comme on n'a pas, nous, au Paléolithique, on n'a pas de traces de massacre d'animaux. C'est-à-dire que c'est toujours tuer une ou 2 bêtes, voilà, pour le groupe et tout. De toute façon, il n'y a pas de moyen de stockage à long terme, un petit peu pour l'hiver, mais pas à long terme. Donc, il y a le partage et tout. Il n'y a pas besoin de tuer énormément d'animaux. Et là, vous vous rendez compte, là, c'est évidemment, on peut partager. Donc, c'est vraiment une chasse qui... Vraiment, à mon avis, était une chasse collective. Voilà, je le pense sincèrement. Donc, 2 tonnes de viande à partager. Il y a le lard, il y a la graisse, et tout ça, les viscères, vous imaginez, tout ce qu'il y a à récupérer. Les os longs, alors là, ça, c'est pas les os de gazelle, vous voyez, les os de mammouth. Donc, il y a vraiment un os à moelle, ça. Donc, il y a plein de choses, les poils, les tendons. Alors, la peau, bon... La peau, elle n'est pas facile. La peau, même l'éléphant, c'est très, très difficile. C'est utilisé pour faire des tambours. Enfin, mais pas tellement... on ne peut pas faire un vêtement dans la peau de proboscidien d'éléphant. Donc, je ne pense pas qu'on faisait le tout dans la peau d'un mammouth. Je ne crois pas qu'on pouvait bien s'envelopper. Vous voyez, il vaut mieux choisir la peau de bison. Et donc, je ne crois pas beaucoup pour la peau, à moins de la mettre en tapis de sol, quoi. Voilà, pour protéger le sol dans la grotte. Et surtout, on va voir bien sûr de l'os et l'ivoire. Je crois que... Alors là, c'est un crâne, vous allez voir après,
la cabane. C'est le crâne qu'on a trouvé à Mézérich, qui est un crâne qui était décoré, donc qui était dans une cabane en os de mammouth. Donc c'est assez magnifique. Alors, je me suis permise, parce que comme on avait beaucoup aimé cette exposition à faire avec mes collègues, on avait été commissaire à cette exposition au temps des mammouths, et on a tellement des bons souvenirs, je me suis dit j'allais vous mettre, puisque nous sommes au musée de l'Homme, vous mettre deux diapos, notamment celle-ci que je trouve très belle, parce que ça résume donc avec les os et avec l'ivoire, les hommes préhistoriques, donc surtout les Cro-Magnons, les hommes modernes, ont fait beaucoup d'outils et beaucoup d'armes. Et là, au niveau des outils, il y a tout. Il y a les lissoirs pour, vous voyez, lisser les peaux, travailler la peau, les racler, etc. Vous avez aussi des peignes. On a des peignes. On a... comment ça s'appelle, des cuillères, on a vraiment pas mal de choses, des aiguilles, bien sûr, des aiguilles à chat, on a toute une panoplie donc, qui sont faits, soit dans l'os et bien sûr dans l'ivoire, on a pas mal de pièces en ivoire, et même au niveau des armes, donc il y a quelques saguets en ivoire de mammouth, et on a cette pièce incroyable, alors que les collègues qui l'ont découvert donc en Pologne, hein, on l'a appelé boomerang. Moi, je préfère l'appeler bâton de jet. Alors, vous me dites, ouais, mais pourquoi un boomerang? Boomerang, c'est une signification précise. Un boomerang, ça veut dire que ça va revenir. C'est-à-dire que si je le lance, il va me revenir. Alors qu'une arme de jet ne va pas revenir. C'est-à-dire, par exemple, si on chasse les aborigènes d'Australie, ils chassent avec justement des bâtons de jet. Avec ces bâtons de jet, ils chassent les oiseaux aussi, par exemple. Et puis, on a plein d'autres peuples aussi qui ont utilisé donc, ces bâtons de jet. Ça a été utilisé même par les Égyptiens, vous voyez, très tardivement. Je pense parce que ce boomerang, ils ont fait des répliques, ils ont essayé de lancer, ils ont vu que ça revenait un petit peu. Oui, mais enfin, un bâton de jet. Parce qu'un boomerang, c'est quand même assez rare. Hein. Même les aborigènes d'Australie, on appelle ça boomerang, mais beaucoup sont des bâtons de jet. Toujours est-il que c'est une pièce exceptionnelle, tout ça taillé dans l'ivoire. L'ivoire, c'est pas facile à travailler, hein, c'est compliqué. Ça se délite, c'est fragile. Donc là, c'est vraiment du bel ouvrage. Alors, ils ont fait des armes, des outils de toutes sortes, et aussi, bien sûr, des bijoux. Et notamment, ils ont fait des perles. On a beaucoup de perles en ivoire, de toutes formes, des formes, ce qu'on dit en panier, des formes rondes, des formes rectangulaires. Vous voyez, là, je vous ai mis l'abripato. On a beaucoup de types de perles en forme de haricots. Enfin bon, on a tout un tas de... Et on a même des choses incroyables, c'est-à-dire qu'on a en ivoire de mammouth des craches de cerf. La reconstitution en ivoire de craches de cerf. Vous savez, les cerfs mâles, ils ont une petite crache, une petite canine rudimentaire, qui est un vestige de leur vieille histoire. Et donc, cette crache, ils l'ont des fois taillée, ils ont imité cette crache dans l'ivoire. Donc, là, c'est intéressant, parce que ce rapport, pourquoi faire dans l'ivoire, qui nous paraît tellement précieux, faire une crache de cerf, on se dit, tiens, c'est bien. Donc, vous voyez comme quoi l'homme préhistorique était déjà très complexe. Et on a des choses absolument extraordinaires. Regardez ce bracelet de Mézine. Donc, ça fait vraiment un bracelet. Hein. J'ai mis qu'une face. Mais magnifique. Vous vous rendez compte, c'est dans de l'ivoire. C'est très fin. C'est très fragile. Et on voit les trous qui permettaient de faire passer un lien hein, pour maintenir le bracelet. Et puis, bon, le garçon ou la fille, je pense que c'était plutôt un garçon qui devait avoir ces bracelets. Parce que souvent, les ornementations, contrairement à ce qu'on peut voir peut-être de nos jours, bien qu'avant, dans notre histoire aussi, les hommes se paraient beaucoup, eh ben, les bijoux sont, on le voit dans les tombes, hein, ils sont beaucoup sur les hommes. Hein. Bien sûr, les femmes sont pareilles, mais les hommes sont encore plus pareils. Je vais vous montrer l'homme de Sangir, vous allez voir. Et donc là, vous voyez, c'est absolument magnifique, gravé. Et là, on en a plusieurs. On a des diadèmes. On a plein de types de bijoux. On a des bagues, on a des diadèmes, enfin, ou serre-front, enfin, ou serre-tête, on prend le nom qu'on veut. Donc, on a beaucoup d'objets en ivoire, des pièces exceptionnelles.
Donc là, l'ivoire, vous voyez, tout à l'heure, on a vu le mammouth, il était dans la sphère domestique de l'homme. On le mange, voilà, on prend ses os, on prend son ivoire, on travaille. Et là, d'un seul coup, on se part avec son ivoire. Donc là aussi, il rentre dans un autre domaine, qui est un domaine plus esthétique. Et avec ces ossements, bien entendu, vous connaissez tous ces cabanes en os de mammouth. Ça a tellement frappé les esprits. Et on en a bien sûr, c'est essentiellement en Europe centrale et en Europe orientale. On n'en a pas encore découvert, je dis encore, maintenant je me méfie, découvert en Europe occidentale. Alors on en a quand même pas mal. Et des fois il n'y en a pas qu'une, hein, c'est plusieurs. Donc ça fait vraiment un petit campement à plusieurs habitats. Alors, ce qui est intéressant dans ces cabanes, alors oui, ça c'est aussi à l'occasion de l'exposition, on avait fait une autre proposition de reconstruction. Parce que nous, on a travaillé avec Stéphane Péan, on avait travaillé sur des plans, et puis bien sûr Leroy, Jean-Pierre Leroy, qui avait reconstitué là, celle que vous allez voir après. On avait beaucoup travaillé, on n'était pas tout à fait d'accord avec nos collègues russes, mais ça, c'est des vieilles fouilles qui remontent début du siècle. Et donc, nous, du 20e, pardon. Et donc, nous, on avait proposé, voilà, Jean-Pierre Leroy on avait proposé une autre constitution. Elle est peut-être un peu moins fun, mais elle est tout aussi efficace. Et donc, ces cabanes en os de mammouth sont très intéressantes parce que déjà, premièrement, elles sont composées, pour certaines, comme Mézine, comme Mézérich, de 50 à 50, entre 50 et 60 mammouths. Enfin, je veux dire, par exemple, crâne de mammouth ou omoplate de mammouth, de 60 mammouths, vous imaginez. Donc, évidemment, c'est interrogé sur l'origine de ce matériau. Et vous pensez bien que les gars, ils n'ont pas construit leur cabane avec 60 mammouths qui venaient de tuer. Hein? Parce que vous imaginez déjà, il faut tuer 60 mammouths. Il faut transporter au même endroit 60 mammouths. Il faut les dépouiller 60 mammouths. Surtout quand vous êtes une trentaine. Déjà, ça fait du boulot. Et en plus, vous imaginez, vous mettez les os, il y a encore quand même, parce que vous n'avez pas de soude à l'époque, il n'y a pas de... Donc vous mettez des os encore avec un peu de chair, un peu de gras et tout. Bonjour les bestioles. Alors là, c'est quand même pas, je pense que ceux qui ont imaginé ces choses-là, c'est quand même là, vraiment, on est dans la science-fiction totale. Non, pas du tout. Hein. Évidemment qu'ils n'ont pas tué ça, on ne peut pas utiliser les os. Voilà, on attire toutes les bestioles, vous imaginez le travail. Donc... en fin de compte, il y avait beaucoup, comme là, en Sibérie, hein, quand les explorateurs ont découvert tous ces squelettes et tout ça, voilà, c'était pareil. Là, il y avait beaucoup de squelettes de mammouth, il y avait des concentrations d'ossements de mammouth, et les gars, ils ont été puisés dans cette réserve. Et nous avons donc fait des datations et on s'aperçoit qu'en fin de compte, entre les rennes qu'ils ont mangées, parce qu'ils mangeaient surtout du renne, et les mammouths qui font la structure de leur habitat, il y a des fois 20 000 ans. Hein. Ils ont été récupérés des os fossiles déjà, qui étaient sur les steppes. Hein, c'était bien conservé, en fait, c'est un climat froid, conserve bien. Donc voilà. Et alors ce qui est intéressant aussi avec ces cabanes, c'est qu'en fin de compte, les Néandertaliens ont été les premiers à le faire. Ça, c'est un travail qu'on a fait avec une étudiante, une doctorante, Laetitia Demey. On a fait un travail sur un site qui s'appelle Molodova, qui est en Ukraine continentale. Et on a montré que les Néandertaliens avaient, en fin de compte, avaient fait il y a à peu près 60 000 ans, ils avaient construit la première cabane en ossements de mammouth. C'est-à-dire que c'est eux qui, en fin de compte, ont commencé à prélever des os fossiles pour faire des abris. Là, ils ont fait un abri, c'était pas couvert probablement par des os comme ça aussi haut. C'était plutôt un coupe-vent, un assez grand coupe-vent ovale. Et puis dessus, ils devaient mettre des pots de rennes. Et donc, c'est vraiment les Néandertaliens qui ont commencé, il n'y a pas que les hommes modernes. Alors, en plus, ces cabanes sont très longues quand même à faire, enfin très longues. Ça prenait du temps. Il y a eu des essais de disques pour essayer de calculer ça, combien de temps. Donc, on dit plusieurs jours, mais ça dépend combien vous êtes, ça dépend si vous êtes costaud. Enfin bon, il y a tellement de facteurs que c'est un peu difficile. Toujours dit que c'était assez dur, pas facile, parce qu'il faut quand même soulever les crânes et tout. Il y a beaucoup de crânes qui font la base. Et on a quasiment la preuve qu'en fin de compte, ils réutilisaient, chaque année, ils revenaient aux mêmes endroits et réhabilitaient leur logement.
si j'ose dire, hein, et remonter les trucs un peu effondrés, voilà. Alors, dans ces cabanes, là, je vous ai mis l'omoplate. Tout à l'heure, vous aviez vu le crâne. Alors, dans ces cabanes, c'est ça qui est intéressant. On a toutes sortes de choses. On a des cabanes où on se demande ce qu'ils ont fait à l'intérieur, parce qu'on n'a rien, quasiment. Donc ça c'est quand même intéressant, le rien. Parce que justement, on n'a rien, sauf peut-être on va avoir une petite Vénus à l'entrée. Voilà, une petite Vénus. Donc c'est rien avec un petit quelque chose à l'entrée, mais en tout cas, le rien veut dire quelque chose. Parce que ça veut dire que ce n'était pas un habitat. C'était pas là où ils dormaient, c'était pas là où ils faisaient leur feu, c'était pas là, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Alors, évidemment, on peut apporter une hypothèse qui est de dire que c'était peut-être un endroit où il y avait un rituel. Alors, on vous propose ça comme hypothèse, mais c'est un peu délicat parce qu'un rituel sans rien, je dis pas qu'il nous faut un hôtel, vous voyez, mais quand même sans rien. Bon, donc voilà, mais je vous le signale, c'est une chose intéressante qui fait débat. Il y a beaucoup de mystères encore, et heureusement, il y a beaucoup de choses passionnantes à trouver. Et il y en a d'autres. Alors là, c'est l'inverse. On a carrément le foyer, les déchets de taille et tout. Donc là, c'est l'habitat classique qu'on connaît bien. Et il y en a un autre, comme ici, justement, où on va avoir quelques objets et très particuliers. Donc voilà, une omoplate de mammouth peinte, on va avoir des Vénus en ivoire, on va avoir le crâne, donc je vous mets tout ça dans ça. Alors là, ça sent un peu, ça fait un peu cultuel quand même, hein. Donc, ce sont des choses intéressantes. Et en plus, toutes ces cabanes ont à côté des structures qui sont associées, notamment des fosses. Alors, il y en a qui disent le frigo, hein, parce qu'il y a des fosses. Ils creusaient un peu dans le permafrost, un petit peu, et ils mettaient leurs réserves de nourriture. Bon, puis des fois, ils s'en allaient, ils oubliaient. Nous, heureusement, on a ouvert le frigo, on trouve des choses. Et donc là, c'est vraiment des campements importants. Donc, c'était probablement plusieurs clans, là aussi. En tout cas, une occupation récurrente. Alors, le mammouth, vous voyez, dans l'habitat peut-être cultuel avec ses cabanes en os de mammouth, les parures, et là, on passe dans un autre domaine, c'est carrément dans le domaine donc, spirituel, dans l'au-delà, hein, et le mammouth, il est présent. C'est-à-dire, le mammouth, là aussi, on va le retrouver donc avec les morts, et on va le retrouver avec les morts de plusieurs façons. Soit on va avoir carrément un petit morceau de mammouth, hein, voilà, pour manger. Hein. Soit on va avoir des morceaux de défense, soit on va avoir des objets donc, qui ont été taillés dans l'ivoire. Donc notamment des ornementations corporelles, hein, vestimentaires, où le mammouth est présent donc, par l'ivoire qui a été travaillé. Et regardez Soungir. Donc c'est absolument sublime, où vous voyez, donc aussi, voilà, vous voyez cet homme qui a été enterré, et là, c'est pour ça que je vous disais, les hommes sont extrêmement parés, parce qu'il a plus de 500 perles, voyez, si on a la reconstitution, là on les a retrouvées ici, et là des tas de perles, donc probablement, là c'est une reconstitution, on pourrait en faire d'autres, mais toujours est-il que c'était des perles donc d'ornement, donc son corps, son vêtement, etc. Donc extrêmement paré. Et souvent on a des beaux objets dans ces sépultures. Donc il y a là aussi le mammouth, il fait partie de ce rituel funéraire, mortuaire, et il est important. Il accompagne les morts. Donc vous voyez, le statut du mammouth est vraiment un animal contrairement à certains qu'on ne retrouve pas forcément, notamment dans les rites funéraires. Là, le mammouth, il est vraiment dans tous les domaines. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que son importance, bien entendu, là aussi, il ne faut pas globaliser et envisager la préhistoire comme ça, enfin, le paléolithique moyen, le paléolithique supérieur, on groupe tout, là, on met 300 000 ans ensemble sans faire de distinction, pas du tout. En fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a des peuples qui ont des traditions très fortement marquées à ces époques-là, que ce soit les Néandertaliens et les hommes modernes, et en fin de compte, il y avait des traditions, et il y avait des peuples qui faisaient les choses différemment.
Hein, il y a des traditions régionales. En fonction de la géographie, on voit bien que les comportements, notamment des peuples d'Europe centrale ou des peuples d'Europe orientale, variaient au niveau traditionnel des peuples occidentaux. Ils avaient donc des coutumes différentes. Et il y a des fois où on a très peu de choses. C'est-à-dire qu'on voit que le mammouth est resté dans un domaine plutôt domestique. Hein. Voilà, on le mange et puis on utilise ce dont on a besoin, ses os et tout. Mais il n'est pas vraiment considéré comme un animal avec un statut particulier. Il n'est peut-être pas dans leur cosmogonie. Hein, et au contraire, dans d'autres, eh ben, on a vraiment la mammouth qui est présent partout et même très présent au niveau des sépultures. Et ça, c'est déjà aussi pour nous des données importantes. Alors, savoir pourquoi, alors ça, pourquoi plutôt à tel endroit, pas à tel endroit, ça, c'est compliqué. D'autant que on a quelque chose quand même qui est incroyable. C'est, bien entendu, tout, on va rentrer là dans l'art. C'est tout l'art. Alors, on a une grande différence entre l'art mobilier et l'art pariétal, ça vous le savez. Déjà, l'art pariétal est beaucoup plus limité. C'est franco-cantabrique, hein, à l'exception de 2 petites grottes en Sibérie. Mais donc sinon, c'est quand même franco. Alors que l'art mobilier, on en a partout. Et là, moi qui travaille beaucoup en Europe, en Ukraine et en Russie, on en a beaucoup, 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 beaucoup. Des Vénus, des petites statuettes zoomorphes. Donc il y a vraiment tout. Alors, il y a eu beaucoup d'objets... de figurines dans l'ivoire de mammouth. Bon, vous connaissez tous les spungs. Hein, là aussi, je vous l'ai mis, bras sans pouille. Il y a des petits mammouths, d'ailleurs, qui sont sculptés sur l'ivoire de mammouth. Ça, c'est intéressant, vous voyez. L'ivoire de mammouth. Bon, et quand même, la pièce exceptionnelle, c'est celle que vous avez là de Stadel, en Allemagne. Alors, c'est un corps d'homme avec une tête de lion. Ça, ce n'est pas, parce que quelqu'un m'a dit c'est assyrien. Non, c'est aurignacien. Donc, et ça, c'est important parce que ça a 36 000 ans. Et donc, c'est splendide. Vous vous rendez compte, c'est dans l'ivoire. L'ivoire est un matériau très intéressant. Il n'est pas facile à travailler. Parce que vous savez, la croissance de l'ivoire, c'est des cônes qui s'emboîtent. Hein. Au départ, vous avez un petit cône, et puis après, il y a un autre cône, et hop, hop. Donc, ça se délite assez facilement en cône. C'est très friable. Donc, c'est tout un travail. Il faut tremper. On ne peut pas travailler l'ivoire comme ça. On n'arrache pas la défense, et puis on travaille. Vous voyez, là aussi, les défenses, il fallait attendre que l'animal soit complètement réduit à l'état de squelette pour prendre... parce que défaire, c'est très difficile, là aussi, avec les outils qu'ils avaient. Hein. Et donc, cet ivoire est très, très difficile. Et il va donc falloir un certain savoir-faire, une dextérité. Peut-être que d'ailleurs, ceux qui travaillaient l'ivoire étaient peut-être spécialisés dans ce travail, qui est vraiment quelque chose de délicat et pas facile, qui prend du temps, là aussi. Et en plus, sa couleur va se changer. Au départ, c'est un blanc pas terrible, hein, mais même chez les ivoires d'éléphant. Et puis, avec le temps, ça va se patiner et ça va prendre une couleur beaucoup plus ocrée, orangée, qui est très, très beau. Hein. Et donc, c'est vrai qu'à la fin, ça fait des choses magnifiques. En plus, comme c'est naturel, c'est pas homogène, donc il y a des différences de teintes. Et c'est vraiment des très beaux objets. Et on en a pas mal. Et là, donc, on va rencontrer ces objets, les Vénus, je vous dis, de l'Atlantique à l'Oural. Là, on a quelque chose de très répandu. Alors, on a beaucoup glosé sur les Vénus. Et nous, du côté sibérien, je ne les ai pas mis, j'aurais pu mettre, je crois que je n'ai pas mis Malta. On a beaucoup glosé, on a dit, en fin de compte, voilà, Vénus, c'est la Vénus primordiale, hein, c'est l'ancêtre de la grande déesse, la déesse mère du néolithique, hein, c'est son ancêtre, elle s'inscrit dans ses mers de fécondité. Et en fin de compte, oui et non, parce que là aussi, on a globalisé, donc on pense qu'elles sont toutes rondes, avec des grosses fesses, des gros seins, tout ça, maternité, fécondité, mais en fin de compte, notamment celle de Malta, où il y en a même d'autres d'Italie d'ailleurs, qui sont toutes menues, toutes minces. Donc vous voyez, c'est bon, c'est pas si simple. Puis alors celles de Malta, elles sont sympathiques parce qu'elles sont en anorak. C'est-à-dire que les artistes, ils ont dessiné, en fin de compte, c'est un anorak, alors avec une capuche.
Et on voit très bien qu'elle a avec une fourrure comme ça. Et puis voilà, c'est un anorak avec des défelcotes comme boutons, vous savez, des trucs qu'on passe comme ça. Et vraiment, c'est dessiné comme ça. Donc, elle est habillée, celle-là. Alors moi, je veux bien qu'on se prosterne devant une femme en anorak, mais je pense quand même que c'est pas si simple. Et là, une fois de plus, on a trop voulu globaliser, généraliser et dire tout est pareil. Non, je pense que là aussi, il y avait des traditions. Il y a des Vénus, en plus, qu'on a trouvées en pendeloque. Il y a des Vénus qu'on a trouvées plantées dans le sol, à l'entrée d'une hutte ou d'un campement. Des fois, on les a trouvées à l'intérieur. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de variations. Hein. Et là aussi, ça s'étend sur 30 000 ans. Donc, on ne peut pas non plus dire 30 000 ans, ils ont tous fait pareil pour les mêmes raisons. Et ça, c'est important. Ce que je vais vous dire ce soir, ça me paraît important parce qu'on a toujours tendance à vouloir tout réduire au même phénomène et à la même raison. Alors, évidemment, le mammouth a été représenté sur les parois des grottes, évidemment. Et là, bien sûr, c'est que du côté de l'Europe occidentale. Alors, je vous ai mis quand même une pièce exceptionnelle que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez à la préhistoire. Ça, c'est la pièce fondatrice qui a permis de reconnaître que l'homme vivait en même temps que des animaux disparus. Ce qui a fait qu'en 1863, d'un seul coup, on a reconnu l'existence de l'homme tertiaire, de l'homme ancien. Grâce, entre autres, mais ça a été une pièce fondamentale à cette pièce. Pourquoi? C'est un mammouth, c'est gravé sur un ivoire de mammouth. Donc même ceux qui étaient vraiment opposés à tout ça, notamment sur l'Académie des sciences, non mais je suis une petite parenthèse, et donc là ils pouvaient plus dire que non, il n'y avait pas l'existence de l'homme en même temps que des animaux éteints. Et c'est une pièce majeure, une pièce capitale. Là, je vous ai mis le relevé qu'en a fait l'Arte un an après sa découverte. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, a du sens, là aussi, au niveau de l'épistémologie de la préhistoire. Alors, bien sûr, il y a des grottes. C'est pas l'animal le plus représenté. Hein. C'est pas le plus fréquent. Mais certaines, notamment bien sûr la grotte de Rouffignac, dite grotte au sang mammouth, des fois quand il est présent en grand nombre. Et là, je vous ai mis donc ces fameuses rencontres au sommet, hein, donc entre ces deux patriarches. Alors moi je dis, ils disent patriarche, moi j'ai pas vu, je vois pas l'arrière-train, je sais pas si c'est patriarche. Parce que souvent les troupeaux d'éléphants c'est une matriarche. Hein. Mais bon, ceux qui ont découvert Rouffignac sont des hommes et les spécialistes de l'art sont des hommes, là. Donc, on a dit, c'est des patriarches. Moi, je n'ai pas été soulever le clapet et tout ça. Mais donc, peut-être matriarche. Toujours est-il que c'est quand même, je plaisante, mais c'est quand même fabuleux. Et là, regardez en haut, c'est toujours Rouffignac. Hein. Et là, regardez, c'est très beau. Hein. Ils ont pris, il y avait une petite pierre dans un petit silex, vous voyez, un rognon de silex. Dans la paroi, et ils l'ont utilisé pour faire l'œil. C'est magnifique. Hein. Voyez là, puis on voit bien si on peut lâcher. Vous voyez les jarres, là, ce que je vous disais, ils ont fait les jarres, regardez. Ça montre les jarres. Alors, à Rouffignac, il faut faire attention parce qu'on a des digités avec les doigts. Et puis, on a aussi des griffes d'ours. Donc, il ne faut pas mélanger non plus le tout. Alors, ces représentations artistiques, donc on les a à Rouffignac, on les a à Pêche-Merle, on les a à Chauvet, hein, le mammouth. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines figurations, on en a dans plein d'autres grottes, hein, des fois on en a une seule gravure, mais c'est quand même important. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres espèces où tout le monde se dispute pour savoir quel animal est représenté, là personne ne se dispute. Parce que même s'il y a 2-3 traits, tout de suite on sait que c'est un mammouth. Voilà, la bosse du dos, le pain de sucre, hein, sa tête en pain de sucre, là, tout de suite, il suffit de faire ça, tout le monde sait que c'est un mammouth. Et on a de toutes sortes, alors donc c'est très drôle, il y en a qui sont très bizarres, regardez la pêche de mer. Bon, il y en a on sait que c'est un mammouth, mais des fois on se demande ça ressemble à quoi. Et des fois ils sont extrêmement naturalistes, tellement naturalistes qu'il y a... notamment à Rouffignac, j'aurais pu la mettre, mais je ne pouvais pas mettre toutes les diapos. On a la représentation du clapet anal. La petite peau là.
Donc tellement c'était une vision de naturaliste. Et autre chose intéressante, certains pensent que, et je trouve qu'ils n'ont peut-être pas tort, que en fin de compte, certaines des dernières peintures de mammouth, peut-être ont été faites alors que le mammouth n'était plus là. C'est-à-dire que le mammouth avait déjà commencé sa remontée vers l'est, et notamment vers le nord-est, et ils l'ont quand même dessiné, et peint. Parce que probablement c'était tellement présent dans leur imaginaire que, voilà, ils ont représenté un animal. Comme à Lascaux, les gars, ils ont mangé que du renne. Moi, j'ai étudié leur matériel, ils ont mangé que du renne. Ils vivaient dans une période où il y avait beaucoup de rennes et tout. Ils ont fait des grands aurochs. C'est peut-être aussi, là, ils ont rêvé des choses mythiques. Voilà, parce que l'auroch, c'était une période plus tempérée quand même. Hein. Donc, vous voyez, il y a des choses intéressantes comme ça. Toujours est-il que c'est une hypothèse sympathique. Alors, évidemment, je fais attention au temps. Oh là là, je suis déjà dépassée. Alors, donc, bien sûr, la disparition du mammouth. Alors, j'aime bien celle-là. Hein. J'aime beaucoup. On pourra en parler pendant des heures. Hein, on en a discuté beaucoup. Et donc, là aussi, c'est intéressant, la disparition des mammouths. Alors, tout le monde était un peu en train de se batailler. Est-ce que c'est le réchauffement climatique ou les hommes ? Alors, toujours est-il, rappelons quand même l'histoire. Les mammouths vont commencer à reculer, à remonter aller vers l'est, à remonter, c'est-à-dire qu'ils vont quitter l'Europe occidentale, à peu près, peut-être vers 15 000 ans. Ils vont commencer à remonter, ou à disparaître. Et toujours est-il que petit à petit, on voit comme ça qu'il va ne rester plus que des groupes, notamment en Sibérie. Et notamment tout au nord de la Sibérie, on va avoir les derniers grands mammouths et aussi, surtout, les derniers des derniers, si j'ose dire, ça va être des petits mammouths. Et ces petits mammouths, pourquoi ils sont petits ? Parce que ces mammouths, c'était des grands au départ, et puis ils sont allés, c'était pas encore la transgression marine, hein, c'était pas encore le réchauffement, mais quand il y a eu le réchauffement climatique, la mer est montée, l'océan glacial, c'est là-bas, l'océan Arctique est monté, et donc des îles qui étaient pas des îles sont devenues des îles. Donc les mammouths sont fait piéger, et évidemment, vous connaissez le processus insulaire, la taille va se réduire hein, pour les grands animaux. Donc ils sont venus tout petits, et je vous avais mis tout à l'heure justement avec le mammouth de Colomb, je vous ai mis aussi un mammouth nain. On voit vraiment, ils font 1 mètre, c'est des petits mammouths en réduction. Et alors, les deux îles qui tiennent la palme, c'est les îles Wrangel en Sibérie et Saint-Paul, parce qu'on oublie toujours l'Alaska, mais Saint-Paul aussi, et une île où il y avait donc des petits mammouths. Et ces petits mammouths, les derniers, ils sont morts il y a 3700 ans, c'est hier, en même temps que les premières dynasties des pharaons. C'est d'autant plus vrai, cette histoire-là, qu'il y a même eu discussion sur un dessin dans une tombe, que j'explique ça dans mon livre, dans une tombe où on voit, en fin de compte, un chasseur qui a des grandes défenses et qui a un tout petit mammouth qui trottine. Alors certains ont voulu voir les derniers mammouths. Bon, il a fallu quand même qu'il fasse du chemin, hein, parce que quand même de la Sibérie jusqu'en Égypte, c'est long pour un petit mammouth. Hein. Bon. Alors, bref, c'est comme ça, là aussi, les mythes et les légendes qui naissent. Alors, réchauffement climatique ou homme ? Alors, je dois vous dire franchement que je suis favorable au réchauffement climatique pour expliquer cette disparition. Parce que les hommes, déjà, par exemple, si on prend ces îles-là, les hommes sont venus bien après, ils sont quand même morts. Hein. Donc, les hommes sont venus peut-être 8-9 siècles après, 10 siècles après, donc ce n'est pas les hommes qui ont tué les... Et en plus, c'est quand même des régions où il y avait encore beaucoup de mammouths, hein, vers à peu près 12 000 ans, et il y avait encore pas mal de mammouths, de chaque côté de Bering d'ailleurs, du côté sibérien comme américain, l'Alaska. Et en fin de compte, il n'y avait presque pas d'hommes. Donc moi, je veux bien que ce soit l'homme. Maintenant, il faut que l'homme soit un tueur, qu'il ait tout tué. Non, je ne crois pas du tout. Je ne pense pas que c'est lui, vous savez, qui a exterminé tous ces troupeaux de mammouths. Je crois que ça s'est fait progressivement, là, une fois de plus. C'est comme pour les Néandertaliens ou autres
débat sur la disparition d'une espèce quelle qu'elle soit, ça prend du temps. Et en fin de compte, c'est pas d'un seul coup. Probablement, ils ont commencé déjà avec le début du réchauffement. Bon, parce que ça veut dire quoi leur réchauffement? Ben, ça veut dire que leur biotope, en plus, ils sont extrêmement inféodés à ce biotope. Eux, c'est des mangeurs de steppes, de graminées, etc., de tel type et tout. Donc, ils sont vraiment inféodés à ce climat de steppe froide. Eh ben, elle va disparaître. Et donc, ils vont la rechercher. Donc, ils vont monter, ils vont aller où elle est. Et donc, petit à petit, donc, les troupeaux commencent un peu à être moins nombreux, puisque la nourriture commence à être un peu plus faible. Donc, là aussi, ils vont commencer génétiquement à être moins diversifiés. Bref, ils vont un peu s'épuiser, hein, au niveau, là, je parle génétique. Et donc, ils vont commencer à déjà se réduire au niveau des populations, des troupeaux, etc. Et petit à petit, voilà, ils vont disparaître. Donc, il n'y a pas non plus d'un seul coup eu un cataclysme où il n'y avait plus un mammouth sur Terre. Donc, je pense que c'est des choses très progressives. Alors, je ne vais pas parler très longtemps de cette histoire de clonage parce que c'est quelque chose qui m'agace profondément. Autant je pense que c'est nécessaire, indispensable, même si ça coûte de l'argent, de faire des études génétiques, d'essayer de retrouver, de faire le maximum pour avoir des bons génomes, des génomes complets, de faire des recherches sur les gènes présents, pas présents par rapport à d'autres espèces africaines, d'éléphants et tout ça. Tout ce travail est très important, ça nous apporte des éléments vraiment des éléments capitaux pour nous. Mais franchement, rêver, je sais qu'il y en a qui rêvent, même des célèbres paléontologues, qui rêvent de cloner les mammouths, mais cloner déjà, bon, je pense, au niveau technique, c'est pas ça. Moi, je vais pas vous dire on n'y arrivera pas. C'est pas vrai. Je pense qu'on y arrivera. On arrivera à tout. Je sais pas si demain, 10 ans, 20 ans, mais on arrivera. Mais on fera quoi? On fera pas un vrai mammouth. En plus, un mammouth, je vous le disais tout à l'heure, il est inféodé à son biotope. Le steppe à mammouth. Donc, on va le mettre dans un autre biotope. On n'a plus de steppe à mammouth. On va pas lui faire une petite steppe à mammouth pour lui. Donc, il aura plus son environnement. Donc, ça sera plus vraiment non plus un mammouth. C'est un animal grégaire. Il va être tout seul. Donc, il faut quand même qu'il ait des copains. Donc là, déjà, ça se complique un peu. Voilà. Et donc, franchement, mais pour faire quoi? En plus, ce processus avec une mère porteuse. Là aussi, il y a une question d'éthique. On parle beaucoup en ce moment de l'éthique animale, la souffrance animale. Mais là aussi, on ne s'imagine pas comment ça va se passer. Est-ce qu'il y aura des rejets, pas des rejets? Enfin, on est tout ça, tout le monde fait beaucoup de spéculations, hein, surtout du côté asiatique. C'est beaucoup la Corée qui s'agite, là, et les Japonais. Voilà. Alors, j'aime beaucoup Éric Lebrun, c'est quelqu'un qui fait des dessins, des livres illustrés. Voilà, peut-être il y en a qui rêvent pour aller à la chasse au mammouth. Donc, je trouve que non, il faut mieux rester quand même dans les rêves. Mais on veut tout cloner. On veut cloner le loup de Tasmanie, le dodo, sans parler des dinosaures. C'est le syndrome Jurassic Park. Ça, je veux dire, on l'a tous attrapé. Et même les Néandertaliens, vous imaginez ce qu'ils osent dire, cloner les Néandertaliens. Pour faire un grand parc, il y a un Américain qui a l'idée de faire un énorme parc avec tout ça dedans. Alors, vous voyez un peu le petit gradin de sable avec les mammouths, tout ça. Ça resterait pas longtemps. Hein. Au bout d'un moment, il n'y aurait plus beaucoup de combattants. Enfin, écoutez. Moi, je préfère rêver avec Mani. Vous voyez, je suis très... Je préfère rester en enfance peut-être, mais je trouve que on le retrouve pas. Il est toujours vivant en fin de compte. Hein. On n'a pas besoin de le ressusciter puisqu'il est vivant. Il est partout, il nous accompagne partout. On le retrouve dans toutes les formes, toutes les images. Donc je trouve que c'est bien, et comme sympathique. Hein. Maniché, vraiment, il a fait du mammouth un animal sympathique, hein, on peut dire. Voilà, donc juste un petit clin d'œil pour l'expo qu'on avait fait ici, et qui avait eu son franc succès et été fait vraiment avec beaucoup de passion. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Donc si vous avez quelques questions, j'étais bavarde. Hein. Pourquoi les mammouths avaient-ils des défenses recourbées? Ils ne pouvaient pas se défendre. Pourquoi les mammouths avaient-ils des défenses recourbées et ne pouvaient pas se défendre? Justement, je pense qu'un mammouth, il n'allait pas se défendre. C'est-à-dire qu'en fin de compte,
probablement qu'à cette période-là, dans la steppe, c'était voilà, il n'avait pas d'ennemis. Il n'avait pas d'ennemis, et donc c'est pas le fait que ça lui donne un léger handicap, bien que on peut quand même, à mon avis, on pouvait prendre un coup quand même sur le côté, voilà, avec son poids et tout, ça devait faire un peu mal. Et donc voilà, je pense que c'était pas spécialement adapté. C'est son espèce qui est comme ça. Voilà. C'est en fin de compte les mâles, hein, surtout qu'avec ces énormes défenses très spiralées et tout. C'est plus un caractère sexuel secondaire développé, quoi, voilà, pour la parade, pour parader, pour le côté sexuel de l'affaire, et pas tellement pour se défendre. Parce qu'on n'a pas vraiment d'exemple de traces comme quoi les mammouths auraient été chassés. Par exemple, à l'époque, il y a les lions des cavernes. Les lions, il y a les lions des cavernes, il y a les ours des cavernes. Enfin, je compte, les ours des cavernes sont des végétariens, hein, donc ils ne vont pas les attaquer au mammouth. Et il y a les hyènes, parmi les super prédateurs, et la hyène des cavernes. Donc c'est les deux. Et en fin de compte, on n'a pas trouvé vraiment de traces comme quoi il y avait la capture de mammouths par les lions ou par les hyènes des cavernes. Donc probablement c'est sa spécificité, parce que celui des steppes qui le précède et celui de méridional, ils n'ont pas ces spirales. C'est vraiment c'est le mammouth laineux. C'est sa spécificité. Comme ils n'ont pas non plus le crâne en pain de sucre, etc. Il y a des choses que voilà, c'est spécifique à l'espèce. Il y a d'autres. Oui, bonsoir. L'histoire des mammouths piégés sur l'île tout au nord de la Sibérie, d'après ce qu'on sait, les océans ne montent pas en 24 heures. Ça prend quand même quelques milliers, sinon des dizaines de milliers d'années pour monter. Alors, comment vous en sortez là? Parce que, je veux dire, un mammouth, avant qu'il soit piégé, il se rend bien compte que l'eau est en train de monter millimètre par millimètre. Et ça parcourt des dimensions gigantesques pour brouter. Donc... c'est-à-dire que moi, je pense qu'ils n'étaient peut-être pas... C'est-à-dire que, si vous voulez, ils n'étaient pas forcément toujours les mêmes de génération en génération sur ces îles-là. C'est-à-dire que c'est en fin de compte, à un moment donné, ils ont vu il y avait peut-être un petit peu d'eau, mais ils sont quand même restés. Là, je veux dire, moi, je ne sais pas pourquoi ces troupeaux, on les a trouvés. Ce qu'on constate, si vous voulez, c'est qu'on a sur le continent des grands, et on a sur les îles maintenant, les îles actuelles, qui n'étaient pas des îles, on a des grands et des petits. Il y a aussi les grands. Mais il y a les derniers grands, c'est-à-dire qu'on a des grands qui, qui sont plus vieux, entre guillemets, que les derniers, les petits. Est-ce qu'on peut s'imaginer que c'est une race petite qui vivait que dans cette partie-là de l'Europe depuis toujours, par les conditions climatiques? Tout à fait, c'est une très bonne question. Alors ça a été suggéré puisque des collègues ont fait des datations sur les ossements, et en fin de compte, non. C'est-à-dire on a un écart, on a deux. Je crois que le plus récent, enfin l'apparition des petits, c'est 7800 ou quelque chose comme ça. Et les derniers, vous voyez, c'est 3000. Donc il y a une différence. Il y a une différence, donc voilà. Donc ils sont, mais justement quand les premiers apparaissent, il y a des grands qui se sont fait piéger, enfin, mais pas piégés, mais qui vivaient là, mais à notre époque, donc qui étaient grands, et eux ils sont toujours plus vieux quand même. Donc 7000, voilà, ils sont restés quand même, ils sont devenus petits. Alors, moi, je comprends votre question, parce que moi-même, j'étais étonnée, je n'ai pas travaillé du tout sur cet aspect, je travaille plutôt sur les comportements. Mais ce qui m'avait un peu questionné, c'est aussi de me dire, je ne comprends pas, en fin de compte, pourquoi, comme vous le dites, qu'ils ne sont pas revenus sur le continent, pourquoi ils se sont fait piéger. Et je n'ai pas noté, je ne m'en rappelle pas, je vous dirai des bêtises, ce n'est pas très grand, plus ces îles-là. C'est pas très grand. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense qu'il y a peut-être une idée parce qu'on sait que c'est pas un vrai nanisme non plus. Alors, donc, c'est un peu compliqué, parce que, justement, c'est pas le vrai processus du nanisme. Alors, est-ce que, justement, le fait qu'au niveau de la diversité génétique, il y a eu des problèmes, est-ce que, voilà. Vous savez, ça me fait penser à l'homme de Flores. Pourquoi l'homme de Flores, vous connaissez peut-être, hein, c'est ce petit homme. Pourquoi il est si petit? Et il est sur une île. Et il y a des grands à côté.
Et il y a les grands sapiens, et puis eux, ils sont tout petits, ils sont là sur l'île. Et pourquoi est-ce qu'ils sont venus avant? En plus, ils ne sont pas venus à la nage, donc probablement, c'est là aussi, c'est une histoire de montée des eaux. Je ne sais pas. Vous voyez, il y a des choses, mais c'est très juste. On a du mal à on constate les faits. Mais peut-être que c'est pas des malins quand ils sont dit l'eau monte, mais je reste là quand même. Je sais pas moi. Bon, ils n'ont pas pensé à dire sauf qu'il peut, les gars. C'est pas manie quoi. Oui, bonsoir. Est-ce qu'à proximité de ces endroits où on a trouvé des mammouths congelés, puis comme vous disiez, la faune congelée, est-ce qu'il y a des sites paléolithiques contemporains de ces régions-là dans l'espoir, parce que si effectivement il y a la faune congelée, s'il y a la présence humaine avec des sites, on peut espérer trouver un bonhomme congelé un jour, non? Alors ça, c'est mon rêve, de trouver un néandertalien congelé, tout tatoué. Ça, je vous le dis, c'est mon rêve. Et donc, mais là, on n'a rien trouvé, on n'a même pas trouvé un caillou quoi, taillé. C'est-à-dire que là, on a plein de choses dans le sud de la Sibérie, l'Altaï, on a plein de campements, hein, néandertaliens comme Sapiens, comme Denisoviens, comme tout ce que vous voulez, Denisova. Mais on n'a pas, aussi au nord, on n'a rien. Et même ça m'interroge. Monsieur, tout à l'heure, je disais les îles. Et ben moi, je me dis, mais attends, les gars, quand ils sont passés par le détroit de Bering, parce qu'ils ont peuplé, on le sait, ils ont peuplé l'Amérique. Donc ça, on le sait, les Américains, les Indiens, hein, les vrais. Et donc, on le sait, mais n'empêche qu'on n'a rien. Alors, vous dites, mais attends, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne mangeaient pas, et il n'y a pas de campement, il n'y a rien du tout. On n'a pas de traces de leur passage. On a des choses plus au sud, et même du côté de la Béringie, côté de l'Alaska, on n'a rien. Il faut descendre un peu. Là, on commence à avoir des campements, mais un peu plus bas, mais ils sont bien passés, et on n'a rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est justement les transgressions, régressions, je ne sais pas ce qui a enlevé des sites? Donc, ils sont peut-être dans la mer glaciale, mais bon, allez fouiller dans la mer glaciale. Il y a encore une question. Voilà, bah merci beaucoup. Oui. C'est juste au niveau de la défense. Pour se recourber comme ça, j'imagine que ça devait pousser par le bout. Alors, le bout externe, pour que ça puisse... C'est les cônes successifs. Donc ça poussait par le bout. Voilà, et donc, mais en fin de compte, c'est pas si recourbé, parce que des fois, je vais vous dire, là aussi, ça fait partie des exagérations. Hein. En réalité, elles sont, des fois, elles sont un peu recourbées, mais c'est quand même pas la spirale qu'on voit dans certaines. Ça, c'est de l'imaginaire. Hein. Elles sont quand même pas. Elles sont un peu, mais pas autant qu'on le croit. Elles sont pas parce que on a trouvé des défenses recourbées. C'est parce que là, on a un processus taphonomique qui fait que, avec la sécheresse et tout, il y a une courbure qui va s'inscrire. Mais elles sont un petit peu spiralées, mais pas énormément quand même. Hein. Mais la croissance se faisait pas seulement par le crâne, ça faisait par le bout externe aussi, alors. Voilà, ça grossit, ça s'empile. C'est-à-dire que ça part forcément de là. Hein, ça part pas du bout, hein, parce que ça pourrait pas. Non, ça part d'ici. C'est un cône supplémentaire. Donc le bout recule, enfin avance. C'est pas... Donc ça part, ça part d'ici. Mais pour se recourber... C'est les deux incisives supérieures qui grandissent. Ah ouais. Donc ça démarre de là, ça pousse. Et comment se fait la courbure alors, si ça part que de là? En fin de compte, c'est une question sans doute, à un moment donné, vu la longueur et tout, c'est un peu la pesanteur. Et c'est aussi, ce qu'on parlait tout à l'heure, un caractère spécifique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de la génétique derrière, il y a des caractères spécifiques à l'espèce. Je vous remercie, messieurs, dames. Merci beaucoup, Marilène.